Salut à tous, bienvenue sur CRTV News. Et la fête pouvait commencer. Ce n'est pas moi qui vous annonce pratiquement en guise de reportage rétrospectif les flonflons d'une fête, mais c'est le titre de ce théâtre que vous avez devant vos yeux. Il est signé Albert Thierry Nkiliabou et c'est l'un de ses multiples ouvrages. On peut en effet être tenté de penser qu'il s'agit ici d'un démarrage en trompe-l'œil lorsqu'on considère la première de couverture. Que donne-t-elle à voir? Un homme trapu, plein de vie et de fierté comme un œuf, avec un nœud papillon comme l'auteur et un cigare que l'auteur n'a pas, cigare à la main. Mais les autres tableaux de cette première de couverture indiquent que la vérité du livre est tout ailleurs et se résume en une peinture optimiste sur l'irruption de la sécurité sociale en milieu rural. La mise en théâtre de la déconstruction de l'exploitation en milieu du travail. De cela, il sera question comme de bien d'autres sujets dans cette édition de Ces livres qui chantent. Albert Thierry Nkiliabou, bienvenue. Merci Serge. Vous ressemblez comme un jumeau, sauf le surpoids, donc l'exception du surpoids, à ce personnage particulier qui traverse, dont les saillies traversent toute cette œuvre-là. Bon, c'est peut-être une coïncidence. C'est une coïncidence de toutes les façons. Je savais que je venais à l'émission. Je me suis mis comme d'habitude. Je ne savais pas que c'est de cette pièce qu'on allait parler. Oui, mais bon. C'est une bonne coïncidence quand même. Oui, c'est votre dernier ouvrage. Et donc, on ne peut pas commencer par autre chose que parce que vous avez sorti tout récemment. Vous prenez en grippe, tournez en dérision les patrons, certains patrons adorés. Ici, notamment ce patron au cigare. Quand vous écrivez comme ça, vous riez vous-même? Bien sûr, c'est un drame, mais au théâtre on rit. Et moi j'aime bien rire, moi-même d'abord, comme auteur, comme acteur également. Et à ce moment-là, je communique le rire à tous ceux qui vont lire et à tous ceux qui vont assister à la représentation. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans le théâtre? Ah, belle question Serge. Je dis souvent qu'au commencement était le théâtre pour moi, parce que effectivement, dans ma carrière littéraire, j'ai effectivement commencé par le théâtre, d'abord comme acteur, ensuite comme metteur en scène, et puis après, je me suis mis donc à écrire des textes dramatiques. Je crois que celui que vous tenez par la main, si je ne me trompe pas, serait la 15e pièce de théâtre sortie de mon imagination. Ok. Entrons tout de suite dans l'espace de cette œuvre-là. Le corps du texte, le premier acte, c'est 3 actes de cette œuvre qui, en compte 3 on l'a dit, s'ouvre par une nouvelle aux allures fantastiques. Aubian et d'où le catéchisme annonce à ses frères qu'une structure décaisse de l'argent donc pour les enfants. C'est la bien nommée caisse. Et il y a donc un remue-ménage dans les chaumières. Chaque parent s'empresse d'aller chercher la manne tombée du ciel. C'est alors qu'ils découvrent qu'il y a des procédures à respecter, des préalables qui les amènent à dévoiler leur triste réalité. Alors ça, c'est un premier choc qui arrive là. À la fois joie, mais aussi difficulté. Vous amorcez, vous traitez l'intrigue à partir d'une affaire comme ça, en milieu rural, c'est ça? Oui, exactement, Serge. Vous savez que l'écrivain, d'une manière générale, est un grand observateur de la société. Ouais. Et comme j'aime bien le dire aussi, que le monde est une vaste scène de théâtre. Et tous les habitants en sont les acteurs. Et que la vie en elle-même, comme elle constitue aussi un théâtre, sauf que lorsqu'on parle du théâtre, on pense toujours que qu'il s'agit des autres. Or, généralement, tous nous sommes des acteurs. Et l'auteur a ceci de particulier qu'il observe dans la société. Il est à la retraite aujourd'hui, Albert Thierry Nkiliabou, mais il a travaillé à la CNPS. Oui, pendant 37 années. Ok, alors situez-nous un peu la scène ici. C'est des gens qui sont en zone rurale et il y a la sécurité sociale qui s'amène. Alors, la scène que je décris ici, quels en sont ces éléments antérieurs? Qu'est-ce qui la précède? L'image qu'on donne
l'organisme de la sécurité sociale, hein, que tout le monde connaît, c'est qu'il paye l'argent des enfants. Ouais. Et tout le monde le sait. Mais beaucoup ne savent pas comment on fait pour être payé. C'est pour ça que c'est un premier choc lorsque vous vivez dans un village et quand l'un de vous arrive subitement comme ça et vous dit, bon, moi, j'ai reçu l'argent de mes enfants. Et tout le monde pense qu'il suffit d'avoir un enfant, n'est-ce pas, pour aller ramasser, je le dirais ainsi. Donc c'est la première complication, ils ne connaissent aucun droit. Exactement. Ils ne savent même pas qu'ils ont eu des droits. Exactement. Pourquoi? La vulgarisation au niveau de l'arrière-pays n'a pas toujours été évidente. Si en ville, ce n'est pas vulgarisé, à plus forte raison dans les villages. Donc, alors ici, c'est un patron qui les a toujours employés, qui leur a jamais fait savoir quels étaient leurs droits. Le patron de la scierie, c'est ça? Vous savez que les scieries, généralement, sont installées dans les bourses, dans les villages. Et effectivement, là-bas, ceux qui s'y installent savent effectivement que les travailleurs qui sont là-bas, qui sont généralement des villageois, ne connaissent pas qu'en dehors de ce qu'on peut leur donner là, il y a autre chose. Ils ne savent pas qu'ils doivent être couverts par la sécurité sociale. Et donc, on peut donc profiter de cela pour qu'on ne puisse pas respecter les règles et le droit établi. Alors le patron et sa structure, la scierie, les a employés jusqu'à la démesure, jusqu'à en faire des mutilés. Les accidents de travail se sont produits sans qu'il y ait des compensations ni des réparations. Ben, effectivement, puisque si vous n'êtes pas au courant que lorsque vous avez été victime d'un accident, hein, lié au travail, vous devez être dédommagé, vous devez être pris en charge parce que votre employeur, comme on l'appelle dans le jargon technique, a versé des cotisations dues. Mais évidemment, on ne peut pas le savoir. Il y a eu des mutilés, des déflatés, des humiliés, des gens plongés dans la misère. Alors, comment ça doit se passer? Parce que nous sommes suivis là par des Camerounais, et même tous ceux qui captent CRTV News, au-delà de nos frontières, ils veulent bien savoir. Il y a certainement un de ces patrons qui utilisent un peu comme des esclaves, qui va jusqu'à asservir des gens. Comment devrait-il faire procéder pour qu'il y ait une humanisation, qu'il y ait réparation? C'est la question qui sourd un peu de ce récit-là. Effectivement, à la réalité, lorsqu'on va dans les profondeurs du texte, hein, on va bien constater que partie d'une déclaration anodine de paiement de l'argent des enfants, on survole tout le processus de l'organisme de sécurité sociale pour arriver à la fin à obtenir les droits. Et effectivement, mais c'était très compliqué, il faut le dire, parce que c'est un sujet extrêmement important. Mais important pourquoi? Parce que c'est actuel? Pas seulement parce que c'est actuel. Vous savez, pour théâtraliser certains sujets, c'est pas toujours évident. Ouais. Vous avez peur souvent que les gens se reconnaissent à travers ces pratiques? Non, c'est pas ça que ça dit. Vous savez, c'est bien facile d'écrire. On peut écrire un roman facilement sur la sécurité sociale. On peut écrire un discours, on peut écrire un essai, mais théâtraliser pour amener les gens qui, ma foi, ne sont pas imprégnés de ces réalités, à agir pour amener le spectateur, le lecteur, à rire. Parce qu'il s'agit bien du théâtre. On parle des choses sérieuses dans le théâtre. Dans leur livre. Alors, il se trouve donc que ce patron a employé tout le monde depuis et il mettait à la porte qui voulait comme il voulait, il évoluait comme il voulait. Maintenant qu'ils savent que se pose la question de droit, votre écriture ou votre mise en théâtre de cette réalité ouvre les yeux sur un certain nombre de choses qu'il faut faire. Alors aidez-nous à comprendre, à voir comment ça se passe, et aider les gens à voir un peu, parti de là, vous avez été mutilé longtemps et vous n'avez pas ce qu'il faut comme papier. On fait la procédure comment? Ce texte, ce théâtre donne à voir ça? Alors, pour aller un peu plus vite, parce que je ne vais pas m'étendre sur tout ce qu'il faut faire pour en arriver là, c'est que ce que les travailleurs doivent savoir, c'est que qu'ils aient été déclarés ou pas,
auprès de l'organisme en charge de la sécurité sociale, ils sont couverts. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire qu'à la survenance d'un événement heureux ou malheureux, hein, il suffirait de s'approcher pour qu'on régularise la situation. Et il suffit de prouver aussi qu'on a été employé. Effectivement, oui, il faut le prouver, qu'on a été travailleur ou bien qu'on travaille. Le prouver, c'est quoi? C'est un papier ou alors c'est aussi des témoignages? Tout y passe. Ça peut être des papiers, ça peut être des témoignages. Alors, sauf que ce qui se complique ici, c'est que ce mania-là, ce patron, en nœud papillon et autres, soudoie presque toute la chaîne, toute la machine de contrôle et pratiquement voit sa barbe mouillée. Oui. Tout ce qui devrait intervenir, contrôler, il les a tous, il leur a grincé la patte. Nous sommes dans notre société, effectivement. Et suivez mon regard, parce que le regard que je pose, c'est un regard réel. Et je ne ferai pas ici la langue de bois pour dire que ça ne se passe pas comme ça. C'est effectivement comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que dans beaucoup de domaines, on n'évolue pas, parce que ceux qui ont les moyens pensent qu'ils peuvent tout acheter pour qu'ils ne s'acquittent pas de leurs droits, de leurs obligations légales. Donc ils vont faire ça, mais sauf que 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Exactement. C'est-à-dire qu'un jour surgissent de nouveaux administrateurs qui n'acceptent pas d'être soudoyés. Effectivement, c'est pour dire que dans cette nuit sombre, il y a quand même des étincelles, il y a quand même quelques étoiles qui brillent, peut-être même beaucoup d'étoiles. Hein? Et qu'on ne peut pas toujours continuer à faire de la même manière. Un jour, il y a des gens qui... Et que dans ce pays, effectivement, il y a des gens qui sont intègres. Ok. Alors, et la fête pouvait commencer. C'est ça qui justifie le titre. C'est-à-dire qu'en fait, la fête ici, c'est pas la fête, c'est pas la joie. C'est que la chute de ce dinosaure s'accomplit. Alors, généralement, quand on donne un titre à une œuvre, il est très difficile de le commenter soi-même. Mais ce que je dirais, c'est que le titre, a priori, comme vous l'avez dit tantôt, il peut être trompeur parce qu'il ne s'agit pas de la fête. Même si, à la fin de l'ouvrage, il va avoir les dernières paroles, les derniers cris, les derniers mouvements, les damjans de vin, tout afflue, parce que en réalité, après tant de déboires, n'est-ce pas, la bonne nouvelle est quand même tombée. Et tout le village est content. Tout le village est content. Et à ce moment-là, la fête peut commencer. Elle peut commencer d'autant plus que ça donne de l'espoir à d'autres. Votre écriture, ce n'est pas une écriture simplement de réflexion, comme d'autres auraient pu faire. Vous, ici, il y a une leçon à retenir. Il y a un aboutissement heureux. C'est la littérature sociale que vous faites là. Oui. Oui. Ça peut être dit de cette manière-là. Oui, c'est-à-dire que vous-même employé à la CNPS, vous qui agissez sur le terrain, qui agissiez à l'époque sur le terrain de la sécurité sociale, vous mettez en théâtre ça pour montrer ce qui se passe et comment les solutions sont montrées, comment est-ce qu'elles jaillissent. Je dirais quelque chose pour répondre à votre question, c'est qu'après avoir traversé tant d'années, l'organisme de sécurité sociale, et d'ailleurs, je l'annonce, pour dire qu'il y a un ouvrage qui va être commis et qui a pour titre, en traversant la CNPS. Ouais. J'ai vu donc l'évolution de cette entreprise. Et dans cette pièce de théâtre, en quelque sorte, les grandes évolutions, les grands changements, les mutations des ressources humaines m'ont permis à constater que beaucoup de choses ont évolué. Mais là, vous voyez le verre à moitié plein. D'aucuns diraient que ce n'est pas si rose, que c'est parfois morose, que ça n'aboutit pas toujours à ça. Non, du tout. Mais c'est l'idéal. Oui, l'idéal, mais d'accord. C'est l'idéal. Et comme je suis un idéaliste, je cultive l'idéal. On se serait attendu à ce que l'auteur que vous êtes braque son regard sur les parties où ça ne marche pas du tout, où ça n'aboutit pas pour l'instant, parce que là... Mais dans cette œuvre, vous avez vu qu'il y a des parties qui ne marchent pas. Oui. Oui. Mais l'œuvre finie par la fête. Or, ce n'est pas toujours la fête partout.
Oui, ce n'est pas toujours la fête partout, mais c'est toujours la fête partout. Parce qu'en réalité, de plus en plus aujourd'hui, hein, je le dis sans faire la publicité de quoi que ce soit, c'est une expérience personnelle. Quand on vous dit 37 années, c'est 37 années. Donc on a vu des choses passer devant soi, n'est-ce pas? Et au soir de cette aventure, on peut quand même poser un regard, même s'il n'est pas totalement positif, mais un regard qui laisse de l'espoir, que la lumière arrive, que des choses changent et que de plus en plus, n'est-ce pas, c'est la fête, vraiment, parce que le titre à la fin, la fête pouvait commencer, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier, mais aujourd'hui. Mais est-ce que c'est aujourd'hui est toujours chargé de joie, d'espoir? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce que ce n'est pas que l'écrit ou l'espoir d'un ancien employé? Ou est-ce que c'est aujourd'hui n'est pas fait de vertige? Au ras des quartiers, au ras des quartiers, au ras des villages, est-ce que la sécurité sociale, les droits sociaux sont suffisamment vulgarisés? Je ne dirais pas oui, mais Serge, tout n'est pas que parfait dans ce monde. Rien n'est parfait. Oui, mais la proportion au moins. Mais c'est ça, je disais quelque part, oui, c'est ça. Non, c'est pas Sartre, c'était Antoine de Saint-Exupéry. Ce qui sauve, c'est de faire un pas. Bien que ce soit le même pas qui commence. Mais on peut faire un pas sur place, hein? Non. C'est faire un pas, c'est quand vous donnez la définition du pas, c'est-à-dire qu'on met un pied devant, n'est-ce pas? On y allait, mais malheureusement, pour avancer, il faut toujours un pas. Et on peut y aller jusqu'à la tombe. On peut faire un pas à reculons. Un pas à reculons, c'est pas cette image que moi j'ai du pas. Oui, mais justement, moi, la question que je vous pose, c'est que... Je voudrais donc dire que tout ne peut pas être rose, n'est-ce pas? Et c'est une œuvre. Oui, mais un auteur devrait être aussi engagé du côté des vulnérables. Avez-vous, le reproche qu'on peut vous faire ici, c'est que, oui, vous avez parlé des vulnérables, mais vous avez dessiné une sortie heureuse. Est-ce que les vulnérabilités ont toujours cette sortie du tunnel? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, mais le rôle de l'écrivain, c'est de donner quand même l'espoir. Il reste que c'est une œuvre de fiction. Je dirais que c'est une œuvre de fiction, c'est une œuvre de construction. Donc on ne peut pas dire que tout est rose, mais on peut quand même poser les jalons pour interpeller les uns et les autres, pour dire que de toutes les façons, vous êtes maintenant dans la lumière. Donc quand vous le faites, on sait que vous le faites. Donc attention. Donc en fait, il y a des systèmes d'alerte. Effectivement. Il y a des filets de sécurité aussi. Exactement. À ce moment-là. Venons-en à la question de la forme. Vous auriez pu faire autre chose. Je vous sais, vous particulièrement polyvalent. Vous allez d'un genre à un autre, d'un art à un autre. Pourquoi le théâtre? Alors, je l'ai dit tantôt, Serge, ma production littéraire, elle est abondante. Vous savez... On va le voir tout de suite, là. Donc, elle est abondante. Donc, j'aime bien le théâtre. Je voulais dire qu'au commencement, était le théâtre et à la fin, sera le théâtre, parce qu'en fait, toute ma vie, je dis toute ma vie, comme la tienne, nous voici ici sur un... Mais vous avez écrit des romans aussi. Attendez, nous sommes sur un plateau de télévision. Il y a eu une mise en scène, n'est-ce pas? Il y a eu une mise en scène. On s'est entendu comment on va parler. C'est comme ça. Vous allez au stade, il y a une mise en scène. Vous allez à la messe, il y a une mise en scène. Partout là où vous allez, c'est du théâtre. Alors, mais vous faites aussi du roman. Alors, c'est pour ça que je dis, moi, ce que je dis toujours, c'est que le théâtre est la mère de toutes les autres. De toutes ces autres. On va rapidement, en précisant que l'œuvre est donc sortie aux éditions Ifriqiya. Oui. Voilà, à l'époque, il y avait aussi Kémé François, qui était le patron et qui copartageait avec Jean-Claude Awono. Maintenant, vous allez nous permettre de découvrir les autres ouvrages sortis de votre cerveau. Alors, on va y aller progressivement. L'amour qui tue. Ah, oui. Il s'agit de l'amour qui tue, effectivement. Non, c'est quoi? C'est un roman, c'est une nouvelle, c'est un théâtre toujours. Ok. L'amour. Et là, c'est la version anglaise de ce roman. Très courte production, ce n'est pas la longueur qui compte ici, c'est l'intrigue, c'est la force de l'écriture. Oui, et c'est une pièce qui a été illustrée, parce que je l'écrivais avec une certaine vision. Alors là, on a Eman Evina, c'est curieux là, c'est plutôt un nom comme titre de théâtre, hein, j'imagine. Oui, c'est un théâtre également. Eman Evina, c'est un théâtre qui, avant, avait pour titre les mariages de Eman Evina.
Donc l'éditeur a préféré mettre tout court Eman Evina. On va poéter les autres. Ici, nous avons Carton Rouge. Ici, il s'agit d'un roman. Carton Rouge. Rouge. Il s'agit d'un roman. C'est le premier, sorti en 1995. Le tout premier? Oui, le tout premier roman. Ouais, Carton Rouge. Ça, c'est aussi une très très belle histoire qui se raconte là-dedans entre deux amis. Un riche et l'autre pas très riche, mais à la tête quand même un peu bien faite. Ouais. Et il se pose un problème d'enfant dont on recherche la paternité. Et c'est là d'où partent tous les problèmes. Parce que la maman, bien qu'ayant épousé l'instituteur, va quand même continuer à vivre avec l'autre. Et le carton rouge, comme c'est symbolisé là, c'est l'exclusion du personnage dans son village. C'est des histoires de village. Hein. Voilà. Et je souhaite que ceci suive. Parce que justement, alors, quand vous dites ceci, ce titre m'a vraiment bousculé la première fois que je l'ai lu. Pour un petit bout de pain chargé. Là, on est pratiquement dans la phraséologie du quartier, là. Hein. Exactement. Le pain chargé au quartier. Et là, c'est le pain avec du beurre, c'est ça? Je ne sais pas, mais je dirais qu'en fait, pour un bout de pain chargé, c'est la suite logique de Carton Rouge. C'est un roman aussi. Oui, c'est un roman aussi. Donc, j'étais sur une trilogie. Donc, le premier tome et le deuxième tome. Et ça, c'est une belle histoire qu'il faut lire. Vous voulez que j'en dise un petit mot? Juste un tout petit mot, une mise en bouche, alors. Voilà, imaginez un seul instant que vous êtes fiancé à une jeune fille et qu'elle vous envoie une lettre et que dans l'enveloppe qu'elle vous a envoyée, vous retrouvez deux lettres. Une qui vous est adressée, l'autre à un inconnu. Et elle dit à l'autre, je t'aime. Et lorsque vous lisez les deux lettres, comme il le dit si bien, la sienne, elle est vraiment sèche. Il dit, il n'y a même pas le je t'aime, le mille de la fin, mais quand il ouvre l'autre, c'est vraiment de la poésie, de l'amour. Imaginez-vous. Elle s'était trompée, elle a mis des lettres dans ma chair. Ça, c'est le secret du roman. C'est à lire. Alors, vous ne faites pas que le roman, pas que le théâtre, vous faites aussi de la poésie. Bien sûr. Ça, c'est mon recueil sorti en 2003 chez Akumamba. Ouais. Et comme son nom l'indique, là, sont 1000 points de terre. 1000 points de terre avec une préface de François Bingono. À lire le titre, on se rend bien. Il nous plairait bien d'avoir un tout petit extrait de ce qui vous plairait de nous lire, de nous déclamer là. Oui, je le ferai. Ouais, volontiers, très court, une strophe d'un de ses poèmes. Alors, je vais lire Demain, je partirai. Ouais, on y va, on voit. Demain, je partirai, comme ma sœur, quand les cloches en or à l'aube sonneront mon heure. Je partirai demain, comme mon père, quand les femmes en pleurs au matin couvriront mon visage. Comme mon frère, demain je partirai, quand les hommes en chœur à midi chanteront mes éloges. Demain, comme ma mère, je partirai, quand les voix en sanglots au soir chanteront mes louanges. J'emprunterai alors sans crainte ce chemin inconnu qui fait tant de peur aux habitants de la terre. J'avais ma sœur et mon père et mon frère. Et ma mère, je les aimais bien tous. Avec eux, j'ai vécu heureux sur la terre. Mais devant, ils sont tous partis. Comme eux, demain, je partirai. Albert Thierry Kiliabou, ça fait beaucoup d'œuvres parues sur le théâtre, le roman, la poésie, la musique aussi. Hein. Oh, bien sûr. Avec un album de reprise qui a accompagné Et la fête pouvait commencer. Voilà. Sur les traces de mon passé, ça s'appelle. Ouais. Album à écouter avec les yeux ou à regarder avec l'oreille? Les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on fait attention au texte. Exactement. Et à la mélodie. Pour tous ceux qui sont de ma génération, ils se reconnaîtraient très bien. Ok. Merci beaucoup d'être venu nous permettre de feuilleter vos ouvrages et surtout d'avoir fait lever la musique, hein, des mots qui sourdent dans vos différents ouvrages.
J'imagine, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous êtes en chantier d'écriture. Oui. C'est sur les différents genres encore. C'est le théâtre toujours. C'est quoi d'autre? Alors, il y a une pièce de théâtre, effectivement. Il y a un roman qui est peut-être autobiographique. Oui. Et puis, je suis dans une collection où je veux partager mon expérience. Nous vous souhaitons le bonheur, le meilleur d'ailleurs. Merci Serge. Ok. Merci. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces instants, surtout lorsqu'on parle de la littérature. C'était Selif qui chante. Merci beaucoup, à bientôt.